Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter quelques extraits d'une interview de Arthur Hayes, publiée le 26 janvier 2024. Arthur Hayes est le cofondateur et ancien PDG de l'échange crypto BitMEX. Il s'est tourné vers la crypto dès 2014, après une carrière de banquier d'affaires. Il s'exprime fréquemment publiquement, notamment au sujet des intersections entre le secteur crypto et la macroéconomie. C'est sur ce sujet qu'il s'exprime aujourd'hui. Voici l'intervention d'Arthur Hayes. Nous espérons qu'elle vous intéressera. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Je sais que nous pensons tous être dans une période unique, mais il se trouve que la situation dans laquelle nous nous trouvons, celle d'un empire surendetté, n'est pas une situation nouvelle. Tous les grands empires qui ont existé depuis les débuts de la civilisation ont fini par arriver à un point où, après avoir épuisé tous les gains de productivité faciles, ils ont eu recours à l'impression de monnaie pour tenter de maintenir leur économie. Rien n'est différent dans l'empire américain des 80 dernières années, à part une seule chose. C'est ce qui fait que c'est si passionnant d'être dans la crypto aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons un moyen, en tant que personnes qui ne font pas partie des élites aux commandes, d'échapper à la chute potentielle de notre empire ou du changement de l'architecture globale. Avant, les gens avaient parfois recours à l'or, mais c'est très difficile à déplacer, c'est lourd et c'est facile pour les autorités de savoir qu'on en a. Pour le protéger, il faut souvent avoir recours à des tierces parties, comme des banques ou des gardes de sécurité avec des matraques et des armes à feu. Or, il se trouve que le gouvernement a toujours plus d'armes à feu et de matraques que vous, et que votre or peut donc être potentiellement confisqué à tout moment. Maintenant, avec la crypto et surtout avec le Bitcoin, je peux stocker ma clé privée dans ma tête en mémorisant une phrase mnémonique de 24 mots et accéder à mon portefeuille Bitcoin à partir de n'importe quel endroit où je peux avoir un appareil connecté à Internet. Cette technologie me permet potentiellement de transporter des trillions de dollars sans que personne ne le sache. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où nous pouvons échapper en tant qu'individus au changement de fonctionnement de l'ordre économique global. Et puisque nous pouvons maintenant nous échapper et séparer la monnaie du gouvernement, nous créons organiquement une nouvelle architecture financière séparée. C'est fascinant de voir tous ces gens intelligents du monde entier, à qui il suffit d'avoir lu le livre blanc, de savoir écrire quelques lignes de code et d'avoir quelques notions d'économie pour lancer leur propre application. Échange, organisation autonome décentralisée et ainsi de suite. C'est à la portée de tous et ça ne coûte pas très cher. C'est simplement une question de temps et d'effort. Tous peuvent contribuer à ce nouveau système financier. À aucune autre période historique, l'être humain n'a pu impulser de changements aussi massifs touchant tant de personnes et basés sur la viralité d'Internet et le transfert de données. Nous sommes donc à une période très intéressante qui permet à des personnes normales qui souhaitent faire quelque chose de différent dans leur vie de s'engager dans une nouvelle voie. Il semble évident que le pouvoir et les élites ne voient pas d'un bon œil les évolutions récentes, comme on a pu le voir pendant les 15 années passées depuis l'invention du Bitcoin et de la crypto. Le phénomène qui au début était confidentiel a été ignoré pendant longtemps, mais nous sommes maintenant arrivés à un point où la crypto est devenue une soupape de sécurité lorsque les marchés s'effondrent. Bitcoin s'avère très réactif à l'inverse de la politique des banques centrales et des gouvernements mondiaux. Quand ils font chauffer la planche à billets, son cours part en parabole. C'est une sorte de détecteur de fumée, visible par tous, qui est échangé tout autour du globe et qui ne peut pas être arrêté. Cet état de fait nous a amené à la situation actuelle, où la Pax Americana a autorisé la mise sur le marché d'un ETF Bitcoin dont le but est de permettre aux plus grands gestionnaires d'actifs de se couper une part du gâteau. Ces gestionnaires transforment le Bitcoin en actif financiarisé et espèrent convaincre les investisseurs qui veulent faire des profits en fiat qu'ils n'ont pas besoin de détenir du Bitcoin. C'est une manière d'exposer les fonds de leurs clients aux fluctuations du Bitcoin tout en les gardant dans le système fiat, dollars, euros, yens, yuan, etc. Comme ça, si le gouvernement ou la banque centrale a besoin de se baser sur une réserve d'argent pour faire de l'inflation, il en reste toujours beaucoup qui ne s'est pas échappé du système. Cela justifie la décision de la SEC, vraisemblablement prise en juin de l'année dernière, d'autoriser BlackRock, Fidelity et autres à proposer des ETF Bitcoin comptant. Ces produits sont arrivés sur le marché 6 mois après ce moment et plus de 10 ans après que les Winklevoss aient déposé la première candidature pour un ETF à Hong Kong. Ils ont été des pionniers et ont probablement dépensé des centaines de millions de dollars en frais juridiques pour essayer sans succès de faire accepter ce produit par la SFC de Hong Kong.
Dans quelques mois, ils finiront sans doute par l'obtenir. Donc, si vous vivez dans cette partie du monde, il y aura aussi un moyen validé par le gouvernement pour investir dans le Bitcoin. Larry Fink a montré qu'il pouvait utiliser tous les arguments pro-Bitcoin dans la présentation de son ETF. La seule chose qu'il ne vous dit pas, c'est que ce n'est pas dans le Bitcoin que vous investissez, mais dans un produit financier dérivé. Et il n'y a pas de problème à cela, si c'est vraiment ce que vous voulez. Comme je l'ai dit dans mon dernier article, la politique américaine est un cirque et les politiciens sont tous des clowns. Ils portent des tenues de couleurs différentes, plaisent à différentes catégories démographiques. Mais en fin de compte, ce sont tous des clowns. Il n'y a pas un seul de ces candidats à la présidentielle qui s'est aventuré à dire que nous avions contracté trop de dettes, comme l'a fait Milei en Argentine, en disant qu'il allait mettre fin à toutes sortes de dépenses publiques. Pouvez-vous imaginer Biden, Trump, Robert Kennedy, Nikki Haley ou n'importe quel autre clown dire « Je vais mettre fin à la sécurité sociale, faire redescendre les prestations au niveau des années 80, ramener le budget de la défense au niveau des années 50 et supprimer la sécurité des transports, la sécurité intérieure et la banque centrale. » Pouvez-vous imaginer un de ces clowns candidats à l'élection présidentielle dire cela? Ou l'un des clowns du Conseil européen? Aucun d'entre eux ne va dire quelque chose comme « Ramenons le gouvernement au point où il était avant que nous commencions à croire toutes ces conneries néo-keynésiennes. » Personne ne compte s'attaquer aux vrais problèmes. Les politiciens jouent tous dans le périmètre qui a été défini par le gouvernement fédéral. La Fed et les autres banques centrales vont donc pouvoir continuer à imprimer de l'argent et à le distribuer à un groupe ou à un autre en fonction du parti qui gagne les élections. Les politiciens cherchent à orienter ce flux d'argent, mais fondamentalement, la racine du problème n'est jamais abordée. Le problème avec les autres classes d'actifs, c'est qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec la crypto en termes de performance. On ne peut pas nier qu'il y a des traders d'actions qui réussissent très bien, mais personnellement, je ne me concentre pas là-dessus parce que ce n'est pas mon point fort. Mais c'est clair que globalement, la crypto surperforme tout. Prenez le graphique d'un index diversifié comme le S&P, le Nasdaq, le MSCI Europe ou le MSCI Chine, peu importe, la crypto l'emporte toujours. Si la tendance à faire tourner la planche à billets continue, le prix des actifs va continuer à augmenter et donc je devrais posséder l'actif dont le prix augmente le plus rapidement. Investir dans tout autre actif qui monte plus lentement représente un manque à gagner. C'est super de faire 40% de bénéfices sur le S&P en un an, sauf quand à côté, le Bitcoin a plus que doublé. Donc pour moi, me focaliser sur Bitcoin est une évidence, surtout quand on voit la manière dont les banques centrales et le système fiat dénaturent les monnaies. C'est pour ça que le Bitcoin est la seule chose qui m'importe. C'est parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Comme vous le savez, les chiffres de l'inflation sont manipulés. Ils utilisent un panier de consommation qui est censé représenter ce que les gens achètent. Mais en réalité, tout le monde a un taux d'inflation différent. Il n'est pas possible de la mesurer pour tous, contrairement à ce que le gouvernement suggère. D'autre part, la méthodologie de détermination du contenu de ces paniers IPC change au fil du temps, aux États-Unis comme à l'étranger. Cela est justifié officiellement par le fait que la consommation des ménages et les pondérations de leurs achats ont changé, et donc que l'indice doit être mis à jour. Mais en réalité, les motivations sont très politiques. Il y a beaucoup de versements que le gouvernement s'est engagé à faire, notamment aux personnes âgées qui reçoivent la sécurité sociale ou Medicaid. Étant donné que le montant reçu est lié au taux d'inflation annuel, si le gouvernement le sous-estime, ils doivent débourser une quantité moindre de monnaie. Concrètement, ils essaient de sous-estimer l'inflation réelle et de faire baisser les taux officiels. Pour les Américains, il existe un site appelé Shadow Stats qui montre un graphe où ils utilisent le panier des années 80 et celui des années 90 à titre de comparaison. On arrive à des multiples du taux d'inflation officiel, qui selon ces paniers est plus autour de 10 à 15% en ce moment, et qui était à 20% il y a peu. Cela explique aussi pourquoi Biden perd contre Trump dans les sondages. C'est parce que les jeunes et les électeurs sentent l'inflation, même si en général, ils n'ont pas beaucoup de cash à disposition. Michael Saylor parle d'inflation pour des catégories d'actifs spécifiques, parce que certaines de ces catégories bougent beaucoup plus rapidement que d'autres. Les actifs les plus demandés notamment montent en flèche, ce qui laisse les gens normaux sur la touche. Nous sommes convaincus du fait que le système Bitcoin est meilleur et plus équitable, ou au moins qu'il est différent et plus en phase avec notre époque. Au moins, on est sûr que la valeur de notre argent ne s'évapore pas petit à petit, et ça, c'est déjà un progrès. Mais ce n'est pas pour ça que le système fiat va disparaître rapidement. Une grande partie de la population mondiale aime le fiat et a l'impression de le comprendre. Pour eux, c'est un système qui a beaucoup d'atouts et qu'ils ne comptent pas quitter. Ma mère n'utilisera pas Bitcoin, point final. Elle n'utilise même pas les applications bancaires. Et elle voulait aller à la banque pendant le Covid pour déposer un chèque parce qu'elle a l'habitude de faire ça. Et il se trouve que nous avons beaucoup de gens comme elle dans le monde. Le système fiat est le standard. Et donc, c'est logique de vouloir utiliser des actifs fiat dans le système crypto.
Aujourd'hui, on peut détenir un jeton représentant $1 sans avoir besoin de passer par une banque si on fait confiance à un intermédiaire centralisé. C'est le principe des stablecoins, de Tether et de l'USDT. C'est un excellent business. Tether doit faire 5 milliards par an de cash flow en ce moment, étant donné les taux actuels. C'est sûr que c'est une entreprise dont j'aimerais être le patron. Mon problème fondamental avec Tether et toutes les autres stablecoins est qu'ils dépendent du système bancaire. Pour qu'ils fonctionnent, il doit y avoir une banque commerciale qui permette à ces entreprises de détenir tous ces dollars et ces bons du trésor dans leur coffre. Il me semble avoir vu un rapport selon lequel Tether serait le 16e plus grand détenteur de bons du trésor américain, ce qui est assez fou quand on y pense. En tout cas, ils font clairement partie du système financier. Si l'on pouvait voir le cash flow généré par chaque employé, on se rendrait certainement compte qu'ils sont l'institution financière la plus rentable du monde. Mais leur existence dépend totalement de la finance traditionnelle. Si celle-ci leur coupe l'accès aux banques, leur cash flow et leur entreprise sombreront immédiatement. D'autre part, si JP Morgan lançait sa propre stablecoin et permettait à tous d'y accéder, quelle raison auraient les gens d'utiliser Tether ? On peut aussi imaginer que de nouvelles stablecoins centralisées prennent des parts de marché à Tether en proposant aux banques de leur faire profiter d'une partie de leur marge. Et comme je le disais, si un beau matin, Janet Yellen se lève du pied gauche et appelle la banque de Tether pour leur dire « Vous savez, vous ne faites rien d'illégal, mais je n'aime pas trop que vous travailliez avec Tether ». Dans ce cas, ils perdront tous leurs comptes et seront fichus. Et donc, comme je le disais, je pense que c'est une excellente entreprise, dont j'aimerais bien être le propriétaire. Mais elle a un défaut fondamental, puisque son existence dépend de l'écosystème que nous souhaitons remplacer. Le gouvernement est confronté à un dilemme au sujet des monnaies numériques de banques centrales. La Fed, la BCE, la Banque du Japon et la Banque populaire de Chine rêvent de pouvoir dire « Grâce à Internet et aux nouvelles technologies, et sans même avoir recours à la blockchain, nous allons permettre aux citoyens d'effectuer des opérations bancaires directement avec nous, et donc sans risque de crédit. » Ils souhaiteraient inciter les gens à avoir des comptes directement chez eux, et sans doute que ceux-ci penseraient que c'est une bonne idée, car une banque centrale qui émet de l'argent ne peut pas faire faillite, contrairement à une banque commerciale aux pratiques douteuses. Voici le futur qu'ils cherchent à nous vendre. Tout le monde peut effectuer simplement des opérations bancaires auprès du gouvernement grâce à leurs jetons et leur application MNBC qui fonctionne très bien parce que tout le monde l'utilise. C'est pratique, tout le monde paie ses impôts avec, c'est automatique, même pas besoin de remplir de formulaires fiscaux. On n'a même plus besoin d'être un membre de la société, on peut simplement rester sagement dans sa boîte à la maison. Mais dans ce cas, qu'arrivera-t-il à toutes les banques commerciales ? Elles feront faillite, parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec le gouvernement. Ce dilemme est clairement mis en évidence par les stablecoins. Quel est le but du gouvernement ? Est-ce vraiment de créer un système bancaire vraiment stable ? Car il pourrait le faire sans avoir recours à la blockchain, en se basant seulement sur les bases de données, Internet et les smartphones. Il pourrait créer un système très stable, basé sur le fiat, en supprimant totalement les banques commerciales et leurs manigances. Mais évidemment, en pratique, celles-ci ont beaucoup d'influence politique et se battront contre leur disparition si elles sont rendues superflues par un gouvernement qui attribuerait des crédits directement. Ils essaient donc de trouver le bon chemin et sont confrontés à ce choix cornélien. Les banques centrales veulent éviter de s'opposer à l'influence politique des banques et déploient donc des produits financiers de qualité inférieure. Ces produits ne sont pas à même de rivaliser avec Tether ou USDC. Les banques commerciales sont opposées à Tether, qui génère 5 milliards de cash flow pour quelques employés. Mais d'un autre côté, Tether achète beaucoup de bons du trésor, ce qui plaît beaucoup au gouvernement. Celui-ci fait donc la sourde oreille aux critiques de Jamie Dimon. Le gouvernement invente tout un tas de règles pompeuses et idiotes pour essayer d'aller de l'avant. Mais en fin de compte, ça ne l'aide pas, parce que concrètement, ils essaient de courir 2 lièvres à la fois.